On se retrouve pour le deuxième shortcast de l'association Citoyenneté Possible. À l'occasion de la 27e journée de commémoration du génocide des Tutsis au Rwanda, on a organisé une rencontre le jeudi 8 avril 2021 sur le thème du poids des mots. Comment les mots précèdent une violence extrême, comment ils mentent pour tenter de réécrire l'histoire. Tout ça s'est passé en 1994 au Rwanda, dernier génocide du XXe siècle orchestré par le parti au pouvoir à l'époque et qui a fait plus de 800 000 victimes, en l'espace de seulement 3 mois. Les mots ont fait partie de cette machine exterminatrice, tout comme ils servent aujourd'hui aux négationnistes à réécrire l'histoire. Esther Mujawayo, rescapée de ce génocide, raconte comment cette violence des mots a précédé celle du passage à l'acte. Patrick de Saint-Exupéry, journaliste et auteur, nous explique lui comment les négationnistes hutus, dont les anciens génocidaires, détournent la sémantique des camps d'extermination de la Shoah pour la comparer à leur histoire et mener la bataille de la contre-information. Alors, pourquoi est-ce qu'on a tenu à Citoyenneté Possible à vraiment commémorer cette date? En fait, la date de commémoration du génocide des Tutsis, c'est le 7 avril, c'était hier. Mais justement, cette commémoration étant officielle, il était hors de question pour nous de faire cette soirée le même soir. Alors, nous, on a tenu et on a voulu appeler cette soirée le poids des mots, parce que ça fait maintenant 15 ans. Alors, moi, je voulais juste, donc voilà, ça fait 15 ans que Citoyenneté Possible est née et s'active beaucoup sur le terrain, sur justement ces questions de langage. C'est-à-dire que notre association travaille beaucoup autour du langage comme un enjeu de division ou de cohésion. Évidemment, vous aurez compris que nous, on veut en faire surtout un élément de cohésion, et que surtout, nous savons que dans les cas d'extrême, les mots précèdent toujours en fait le passage à l'acte. Ça fait donc 15 ans que nous avons des programmes auprès de publics jeunes, mais surtout et de plus en plus auprès de publics adultes, avec pour objectif de rompre la banalisation de la parole intolérante et violente, parce qu'on sait parfaitement, que ce soit Fabrice ou je cite d'autres intervenants à nous, Natacha, Raphaël et moi, qui travaillons sur les questions d'extrémisme violent, que en fait, c'est toujours à coup de petites phrases, de surnoms, de soi-disant blagues, d'insultes qu'on prépare par le verbe, par le langage, le terrain du passage à l'acte, je le répète, de la violence physique. Et que dans tout mouvement de violence, cette phase a toujours été préparatoire. Et pour nous, tout le travail depuis des années, il est sur cette vigilance-là. Non, on ne dit pas tout haut ce qu'on pense tout bas. Les mots ont de l'importance, les mots ont du poids. Donc, voilà pourquoi on tenait beaucoup à ça. J'aimerais bien d'ailleurs saluer là tous nos amis et partenaires depuis des années sur ces questions-là. Patrick de Saint-Exupéry, qui est donc journaliste, grand reporter, fondateur de la revue 21 et auteur de divers livres sur le Rwanda. On reviendra tout à l'heure sur cette présentation. Nos camarades de Ibuka, qui est la principale association de rescapés du génocide des Tutsis, nos camarades aussi du CCLJ, qui est le Centre communautaire laïque juif à Bruxelles, avec qui nous avons fait beaucoup de choses autour de ces questions. Et quand je dis les camarades d'Ibuka, c'est Ibuka France, Ibuka Belgique, Ibuka Suisse, Ibuka Europe. Voilà. Et sans doute aussi beaucoup d'amis rescapés qui sont là. Voilà, je vous dis juste très rapidement, parce qu'ils parleront d'eux-mêmes bien mieux, nos deux invités. Voici Esther Mujawayo, qui est donc rescapée du génocide des Tutsis, cofondatrice de l'association AVEGA, l'association des veuves du génocide d'Avril, qui est une association de femmes veuves, comme le nom le dit, qui se sont réunies aussitôt après le génocide pour se soutenir, pour survivre, pour vivre, dit plutôt Esther.
qui ne veut pas survivre mais vivre. Et Esther est auteure, c'est difficile pour moi parce que je suis très proche d'Esther. Nous sommes, enfin, j'ai été sa coétrice sur 2 ouvrages, donc sur son parcours. Donc Survivante et La fleur de Stéphanie. Survivante, c'est toute l'histoire, le parcours d'Esther de avant justement, qu'est-ce qui a préparé le génocide. Et La fleur de Stéphanie, qui est tout le travail sur la politique de réconciliation, Stéphanie étant le prénom de sa sœur. Voici Patrick de Saint-Exupéry. Alors Patrick de Saint-Exupéry, et ça n'est qu'une partie de ses productions, a été donc longtemps grand reporter au Figaro. Personnellement, quand j'étais journaliste, je le lisais et l'admirais avant même qu'il sache que j'existe. Et Patrick de Saint-Exupéry a vraiment, il nous en parlera, a suivi et été témoin de moments du génocide sur place. Et il est donc l'auteur de ces différents ouvrages. L'inavouable, complice de l'inavouable, une BD qui s'appelle La fantaisie des dieux et que je vous invite vraiment à voir parce que c'est aussi une autre approche. Et puis le dernier livre, le tout dernier, qui s'appelle La traversée, sur lequel on reviendra tout à l'heure, qui est un livre vraiment tout à fait étonnant. Patrick nous fait la gentillesse de faire un survol sur un petit peu qu'est-ce qui s'est joué au Rwanda pour ceux ou celles qui ne sont peut-être pas familiarisés. Patrick va donc faire ça en nous lisant un extrait très explicatif, instructif de son livre La traversée. À toi, Patrick. Comme j'ai été invité à faire un survol rapide, je vais essayer de le faire le plus rapidement possible et le plus synthétiquement possible. La France intervient au Rwanda à partir de 1990, après l'apparition d'une rébellion dans le nord du pays qui s'appelle le FPR. La politique française va être très active et en 1994 va se dérouler le génocide des Tutsis du Rwanda, 1 million de morts en 100 jours. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, sur toute cette période, ces années 90, à partir de ces années 90, on assiste à une réactivation de l'histoire. Mais c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire parce qu'en fait, l'Afrique rentre dans une autre phase. Et le monde aussi, parce que le mur de Berlin s'est écroulé. Et le monde qui était figé jusque-là dans un affrontement entre ce qu'on appelait l'Est et l'Ouest, la guerre froide, va y avoir comme un dégel général. Et après le génocide des Tutsis du Rwanda, il va se produire dans les 2 années qui suivent, dans les 3 années qui suivent, une autre guerre au Congo, qui est dans le prolongement du génocide des Tutsis du Rwanda, puisque 2 millions de personnes se sont réfugiées au Congo, 2 millions de personnes dont un très grand nombre impliqués dans le génocide, responsables du génocide. Et ces gens-là qui ont officiellement le statut de réfugiés, vont vouloir poursuivre la guerre, finir le génocide, achever le travail, c'est ce qu'ils disent. Et donc, les nouvelles autorités rwandaises vont se lancer à l'attaque de ces camps de réfugiés qui hébergent entre 1 et 2 millions de personnes. Et il va se dérouler une nouvelle guerre au Congo. Et de cette guerre-là, un certain nombre de gens vont dire que c'était un deuxième génocide. Et donc, dans le passage que je vais lire, je résume simplement au plus court. Nous sommes donc pendant cette deuxième guerre du Congo et je repose un peu les bases historiques à la suite d'une discussion avec le militaire rwandais qui mène cette attaque au Congo contre les camps de réfugiés qui s'appelle James Kabarebe. Et voilà, là, je lis l'extrait. En l'écoutant, j'avais eu le sentiment d'une guerre lancée en boomerang dans d'improbables vents qui lui donnaient un mouvement erratique, défiant les lois du temps et de la gravité. Le boomerang tournait, emporté par sa force centrifuge. Les joueurs en bord de table s'efforçaient de le faire verser de leur côté en soufflant dessus. L'histoire s'écrivait, hasardeuse, imprévisible, surprenante. Il n'y avait là, en ce moment, rien de raisonnable. À l'origine de cette guerre, le génocide de 1994 au Rwanda avait été le fruit gâté d'un passé qui s'était construit et sédimenté pendant plus d'1 siècle sur la base des premiers récits d'explorateurs lancés, Bible et théorie des races en main, à la découverte d'un univers mystérieux et fascinant, originel peut-être, l'Afrique.
L'énigmatique, monde noir et indigène, hein, là je reprends les mots de l'époque, hein, c'est un mot entre guillemets, l'énigmatique monde noir et indigène attisait les curiosités pour le saisir et le conduire à la lumière, hein, c'est aussi un mot qu'on utilisait à la fin du 19e, au nom de la civilisation, les Européens le classèrent et l'ordonnèrent. L'ethnie était leur clé de lecture. Posée en hypothèse scientifique, elle servit d'instrument de conquête. L'équation était simple, tribu contre tribu et la civilisation en juge de paix. La civilisation était forcément la civilisation occidentale, il ne pouvait pas y en avoir d'autres à l'époque. Vers les indépendances, avec les indépendances arrachées dans la douleur, en juin 1960 au Congo, en août 1960 en Afrique équatoriale française, en janvier 1961 au Rwanda, les nouveaux dirigeants africains obtiennent un siège aux Nations Unies. Mais le prix à payer est lourd dans un monde divisé en deux blocs, Est contre Ouest, communisme contre impérialisme. Les puissances conservent en sous-main l'essentiel de leur tutelle. Frustration, humiliation et amertume accumulée sont mises sous boisseau, jusqu'à la chute du mur de Berlin, qui sonne en novembre 1989 la fin de partie et le réveil du continent. C'est cette histoire-là, ces dizaines d'années stratifiées, pleines de poussière, de passion, de rancœur et d'éclat, qui ressurgissaient en 1997 à l'horizon de Kisangani, avec la force d'un boomerang tailla dans l'air pour fermer sa boucle. Tchac, tchac, tchac. Colonisation, ethnisme, démocratie, tutelle, génocide, intérêts vitaux, tribalisme, Christ roi, libération, ressources minières, mercenaires, maï-maï, conglomérat, panafricanisme, sorcellerie, le passé s'immisçait en force dans un présent lancé au galop. Et comme tout le monde, James Kabarebe courait après le boomerang. Merci beaucoup, Patrick. Merci de cette introduction. Ne vous inquiétez pas si vous avez le sentiment que c'est une histoire complexe. Elle l'est, et en même temps, elle ne l'est pas tant que ça. Et je vous propose justement, pour comprendre que ce génocide a été une construction longue, de donner la parole à Esther. Merci beaucoup, Souad. Ma frangine, ma sœur d'écriture est devenue maintenant ma sœur vraie, la tante de mes enfants. Merci avec toute ton équipe, avec vraiment le collectif Citoyenneté Possible. C'est important qu'on parle de ça, c'est important qu'on parle des mots qui tuent, mais aussi des mots qui soulagent. J'en parlerai plus tard. Mais parlant des mots, je voudrais vous demander qu'on commence peut-être par le contraire du mot, qu'on commence par un petit moment de silence. Qu'on commence par un petit moment de silence parce que depuis hier, depuis le 7, là on a commencé à massacrer les Tutsis, on a commencé à les tuer. Et tous les rescapés qui sont ici, mais aussi vous tous les amis des rescapés, chacun a probablement quelqu'un en tête. C'est pour ça que je dis, prenons juste un petit moment, juste pour nous ressaisir, juste pour penser à eux. Pour moi, je pense très spécialement à mon oncle Anselme Sakoumi. Il était tué aujourd'hui le 8 avec sa femme Immaculée et leur nièce Léonie. Mais je pense aussi à ma collègue d'Avega, à ma copine d'Avega, Mercuria, dont le mari Doussabé était tué aujourd'hui. Hier, nous avons déjà commencé avec 3 amis, Thérèse, Yvonne et Outali. Nous essayons de faire ça chaque jour, comme des sœurs d'Avega, pour dire ils ne seront jamais oubliés tant que nous sommes là. Donc, je voudrais juste vous proposer un petit moment, le silence, et nous allons reprendre. Merci beaucoup. Si je vous ai parlé du silence, c'est parce que son opposé, le vacarme,
Le vacarme, c'est vraiment ce qui est dans les oreilles de beaucoup de rescapés pendant le génocide, pendant la chasse aux Tutsis. C'était les sifflets, c'était les chiens, c'était les aboiements, c'était les meutes, c'était beaucoup, beaucoup de bruit. Ou alors c'était le silence de la mort. Et c'est pour ça que j'étais vraiment contente, Souad, d'abord quand j'ai su sur quoi vous travaillez à Citoyenneté possible, sur les mots. Les mots, c'est le pire et le meilleur. Je pense pour les personnes, les participants rwandais qui sont ici, vous devez certainement connaître je ne sais pas si c'était un conte ou quelque chose comme ça, mais il paraît qu'il y a un sage qui a demandé une fois à ses enfants quel est le meilleur organe de notre corps. Qu'est-ce qui est le meilleur? Et ils ont dit très spontanément la langue. Parce que la langue peut vraiment amener le meilleur. Et il leur a posé la question, et maintenant dites-moi le pire. Ils sont revenus avec la même réponse, ils ont dit la langue. Donc voilà la langue, voilà les mots, ils sont capables du pire et du meilleur. Je vais commencer par le pire, parce que c'est ce qui nous a le plus frappé, c'est comme ça qu'on arrive aussi, en tout cas une des explications de ce génocide possible en 1994. Comment est-ce que ça a été possible? Comment est-ce que ça a été possible de mobiliser autant de gens en si peu de temps? Comment est-ce que ça a été possible de rendre possible de casser toutes les valeurs de façon à ce que les gens tuent sans aucun remords, sans aucun état d'âme? Eh bien, parce qu'on a manié les mots. On a manié les mots dans le pire. On a déshumanisé, pour tous ceux qui connaissent, qui ont suivi l'histoire du génocide, vous savez qu'une des choses qui a été vraiment terrible, c'était de faire en sorte que les tueurs n'aient pas de remords, n'aient pas de scrupules, puisqu'on ne tue pas un être humain. Mine de rien, pour qu'un être humain devienne un tueur, il faut quand même qu'on ait cassé tous les garde-fous, qu'on lui ait donné la permission totale. Il n'y a plus rien qui peut te retenir, et de toute façon, il n'y a rien qui t'interdit. On a cassé tous les interdits. Il n'y a plus d'interdits. Il n'y a plus... Je reviens en arrière. La personne que tu tues, c'est juste un cancrelat que tu écrases. Un cancrelat que tu écrases. Pour les aînés, pour les adultes, on comprenait ça. Mais il y a eu beaucoup d'enfants qui ne comprenaient pas parce qu'ils croyaient vraiment que le cancrelat, c'est le cancrelat. Quand il y en a trop dans la cuisine, bien sûr qu'il faut les écraser. Mais de là à comprendre à la fin pourquoi il est devenu lui aussi cancrelat, pourquoi ses parents sont des cancrelats, il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont excusés. Pardonnez-nous, on ne le fera plus. Parce que le langage a fait en sorte que c'est devenu une nécessité, parce qu'il y a une faute qui a été commise, ou bien parce que oui, c'est des cancrelats, parce que c'est des serpents. Rappelez-vous, l'histoire des serpents, on l'a tellement raconté qu'il faut vraiment qu'on casse la tête, parce que le serpent, si tu lui casses pas la tête, il se relève. Donc, on a utilisé tous ces mots qui déshumanisaient, mais ce qui est terrible, c'est qu'à force de le répéter, à force de le répéter, à force de le répéter, les gens finissent par le croire. Et là, il y a un cerveau derrière. C'est terrible. Il y a des linguistes derrière. Il y a des gens qui savent de quoi ils parlent. Et ils savent quel impact ça va avoir sur le commun des autres pour pouvoir les entraîner. Il y a des choses maintenant, quand on y repense, on se dit, comment est-ce que les gens ont pu croire des choses pareilles? Je me souviens, on était là, on a entendu. Rappelez-vous comment on a décrit les Ingotagni. On a utilisé des images, mais qui sont pas du tout possibles. Mais c'est tellement répété que c'est pas des hommes, qu'ils ont des queues, qu'ils ont des cornes, qu'ils ont des ça. Et ça se retrouve dans plusieurs histoires d'extermination.
Donc, tu fais qu'en sorte, ceux qui sont à exterminer ne sont plus des humains comme toi. Donc, tu peux te le permettre, sincèrement, écraser un cancrelat qui gêne, parce qu'ils gênent. Ils ne sont pas humains. Ils ne sont pas des frères. Ils sont des étrangers. Et le pire aussi, rappelez-vous, tuer, ce n'est pas tuer. Ça, c'est encore les mots. Tuer, ce n'est pas tuer. Tuer, c'est travailler. Gukora. On va travailler. On a utilisé des mots du langage quotidien qu'on utilise tous les jours. Chacun se lève le matin et va travailler. Les gens se sont levés chaque matin pour aller travailler. Donc, à part les malades ou les handicapés ou quoi, quand tu es en bonne forme, tu te lèves et tu vas travailler. Et ils se sont levés, ils sont allés travailler. Et ils ont utilisé les outils de travail de chaque jour. Mais ils ont aussi utilisé les termes, le langage du travail quotidien qui est en général chez nous l'agriculture. Il y a quelque chose qui m'a toujours fait peur. Une fois qu'on avait tué, une fois qu'on avait travaillé bien, mais il reste toujours des choses, il reste toujours des gens qui se cachent quelque part, qui n'ont pas été trouvés. Alors, ils ont utilisé un terme qui est terrible pour les Rwandais, vous connaissez, Guhumba. Mais je pense que c'est un terme aussi pour les personnes qui ont affaire avec l'agriculture. Ils savent, une fois qu'on a passé, qu'on a récolté, que la grande récolte est prise, mais on passe derrière pour ramasser ce qui reste encore. Ça, en général, on le laisse aux femmes, on le laisse aux enfants pour qu'ils fassent leur, comment on appelle ça en français? Guhumba humba. En tout cas, glaner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment, ils ont utilisé le mot de glaner. Et maintenant, on va glaner. Une fois que les 80%, les 90% des Tutsis qu'on devait tuer étaient tués, mais il fallait glaner. C'est vraiment le mot qu'on a utilisé, Guhumba humba. Donc, vous vous imaginez, on est dans un contexte où la réalité qui se passe est superposée avec des mots qui l'édulcorent totalement et qui donnent le droit et qui cassent le garde-fou qu'on aurait pu utiliser. Et ce qui a fait, et ça c'est vraiment une des choses qui a fait que, je pense, beaucoup de gens s'y sont pris à cœur joie. Maintenant, je me dis, non, heureusement qu'il y en a quand même qui ont résisté, ils n'ont pas été nombreux, mais il y en a qui ont dit non, arrêtez, on n'est pas en train de travailler, on n'est pas en train de cultiver, on est en train de tuer, appelons les choses par leur nom. Mais si les grands, si les linguistes, on avait des docteurs en linguistique, je pense, si je me trompe, quelqu'un peut me corriger, mais je pense que de Nahimana Ferdinand, il était linguiste, il était vraiment docteur en linguistique. Donc, il savait qu'est-ce qui manie. Alors, il faut bien que les mots soient transmis par un vecteur, par un outil. Et c'est là où la RTLM vient en jeu. Pardon Esther, justement avant que tu arrives à la radio de la haine, tu as très très souvent dit que le génocide n'était pas tombé du ciel déjà comme Patrick en donnait des éléments historiques, mais aussi, et tu me disais encore hier, que ça s'était beaucoup décliné, même par des chansons, même par du vocabulaire, même que finalement, c'était très banalisé, les menaces de tuerie à l'égard des Tutsis, quoi. Qu'il y a eu une grande préparation et banalisation. Exactement. Avant 1994. Avant 1994. Tout au long, ça s'est vraiment augmenté. Je me rappelle d'une chanson que tous les rescapés, les Rwandais qui étaient au Rwanda connaissent. Ça veut dire exterminons-les. Mais comme je vous dis, le cerveau, là, ils ont utilisé une musique qui est vraiment très belle, très entraînante, sur laquelle tu peux danser. Mais les mots qui étaient dans cette musique, les mots qu'ils ont enrobés, c'est vraiment exterminons-les. C'est ça que ça veut dire. Mais ils le mettent sur une mélodie et tu l'entends tous les 5 minutes, même toi à exterminer, tu vas te retrouver, je ne sais plus comment on appelle ça en français, mais avoir ça comme sur la langue, comme un tube là, un truc dans l'oreille. Comment on appelle ça? Avoir toujours ça sur le bout de la langue. Oui, c'est sur le bout de la langue
Dans Même ta toi tête, qui quoi. même toi qui as exterminé, ça va te venir dans ton oreille. Ah, redonner. Mais oui. Exactement, exactement. Et alors, ce que je voulais dire, Swad, justement, avec comment c'est complexe et comment c'est bien, bien élaboré, rappelez-vous, avant les radios, c'était des gros machins, des grosses radios qui restent sur la table, qui restent sur la fenêtre. Et ici, pendant le génocide, on est quand même arrivé aux petites radios qu'on prend dans la main. Donc, dans la main gauche, tu as la radio qui va répéter à tout bout de champ ceci. Et dans l'autre main, là, c'est une image que j'ai vue. Je regrette que j'ai jamais eu. Je ne sais pas où on peut retrouver cette photo, mais on peut la retrouver parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient la radio dans la main gauche et la machette dans la main droite. Et tu avais directement les instructions, tu avais directement les mots et tu avais l'action dans la main droite avec la machette. Donc, quand tu combines ces deux-là, le mot, la langue, l'ordre, l'action, bien sûr que la machette va tomber, va tomber, va tomber. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à découvrir là-dessus. On a encore un grand travail. Mais je me dis aussi, le génocide, c'est vraiment l'extrême. Donc là, c'était les mots, c'était la langue pour tuer, tuer, tuer. L'ordre, c'était tuer. Mais avant qu'on arrive à ça, on a des mots qui déshumanisent, mais on a des mots qui dénigrent. On a des mots dans les classes, dans les cours de récréation, dans les classes. Comment on traite celui qui est différent? Ça commence par là. Ça commence par l'appeler le gros ou le noir, le négro ou le visage pâle ou je ne sais pas quoi. Ça commence dans le quotidien. Et quand il n'y a pas d'éducation, et c'est pour ça que j'ai dit, je suis vraiment très fière de vous avec Citoyenneté possible, parce qu'à un moment donné, on doit analyser, on doit décortiquer, on doit dire, attends, là, on commence à aller sur une pente. Là, c'est pas comme ça qu'on désigne un tel. Là, c'est pas comme ça qu'on le dit. Et si on ne le dit pas, bien sûr que ça va escalader, 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 et ça arrive à un génocide. Et c'est là où je me dis, quand nous commémorons maintenant, c'est surtout pour dire, soyons alertes, à commencer dans la famille, à commencer dans les classes, à commencer dans les communautés, à commencer dans les églises ou dans les mosquées ou là où nous sommes engagés, sincèrement faire un grand attention à la parole, à la langue. Cet organe où le vieux a dit c'est le pire. Mais je vais juste, donnez-moi encore 5 minutes pour que je parle quand même de la langue qui est quand même aussi le meilleur. Parce que le sage qui a dit que la langue c'est aussi le meilleur, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. La langue, les mots peuvent aussi sauver. Les mots peuvent aussi consoler. Les mots peuvent aussi aider à reprendre son souffle. Et ici, je vais prendre trois exemples. Je prends les paroles de mon père. Soit elle le sait, quand nous avons écrit, je parlais de mon père, et à la fin, elle m'a demandé, tu parles jamais de ma mère? Et là, je me suis vraiment rendu compte. Mais ma mère et mon père, ils étaient en tandem. Mais comme fille, là, avec son père, je parlais seulement de mon père. Mais là, ce sont des paroles qu'il a prononcées. Quand on est venu tuer mes parents, ils étaient 47 en tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues chercher refuge chez nous parce qu'ils ont cru dans cette tradition que chez un sage, celui qui a été un sage, un évangéliste, l'instituteur du village, celui que tout le monde aime, est-ce qu'on va vraiment le tuer parce qu'il est Tutsi? Est-ce qu'on va vraiment massacrer tout le monde? Donc, ils se sont crus, comme ils se sont rassemblés à l'église, ils se sont rassemblés aussi chez nous. Et puis, le jour où ils sont venus les tuer, là, c'était clair. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on va vous tuer. Ça, c'est ce que j'ai appris en 2018, lorsque nous sommes allés ouvrir les fosses communes où ils étaient. Quand ils ont donné les témoignages, ceux qui étaient là, ils nous ont dit comment ça s'est passé. Les tueurs sont arrivés, forcenés. Il y a eu des discussions. Les uns qui disaient non, pourquoi on les tue? Les autres qui ont dit, mais ce sont des Tutsis. Et justement, ils ont eu la majorité, le consensus qu'on doit les tuer. Et là, il paraîtrait que, non, c'est pas il paraîtrait, je ne mets pas en doute, on l'a dit, mon père leur a demandé, d'accord, vous allez nous tuer, laissez-nous un moment de prière, parce qu'il était très croyant. Il leur a dit, laissez-nous un moment de prière. Mais avant de prier, il a tenu à Guhu Muriza.
Guhu Muriza, dans notre langue, ça veut dire un peu, tu sais, quand tu as couru et que tu as perdu le souffle, que tu as perdu la laine, alors c'est un peu dans notre jargon de thérapeute, ce qu'on te dit, allez, respire profondément, reprends ton souffle, reprends ton calme. C'est ce qu'il a dit aux gens. Reprenez-vous, calmons-nous, nous allons mourir parce que nous sommes Tutsis. Nous n'avons fait aucun autre péché, nous allons mourir parce que nous sommes Tutsis. Mais calmons-nous. Muhumuri. Nous allons chez notre Père, c'était sa croyance. Et ça a fait vraiment, je me souviens dans la commémoration, quand nous les avons sortis des fosses communes, quand nous les avons enterrés, mon message à moi, c'était de dire aux quelques rescapés qui étaient là aussi, un peu le même message que mon père, c'était de dire « Humur, reprends ton souffle, ne t'essouffle pas, respire bien, prends conscience que tu es en paix, sois en paix. » Donc ces paroles apaisantes, j'espère qu'ils ont permis à ceux qui sont morts, ceux qui sont tués avec mes parents, qu'ils ont été un tout petit peu apaisés avant d'aller dans la mort. Donc, c'est aussi maintenant, quand nous sommes dans les commémorations, je trouve que c'est vraiment fantastique pour le moment. Il y a tellement de paroles apaisantes de la part des rescapés. Il y a des poèmes fantastiques. Pour le moment, sur les groupes WhatsApp et tout, ils passent de très beaux poèmes, mais qui apaisent, qui disent « Humura », qui disent « reprends ton souffle », qui disent « respire un bon coup avant de continuer ton voyage ». Il y a des chansons, de très belles chansons. Donc, il y a toute une certaine créativité. Il y a eu un bon usage de la langue qui a beaucoup tué, mais qui peut maintenant beaucoup calmer. Et je termine en disant, oui, les paroles de nous, c'est notre jargon, les thérapeutes. J'ai pensé à notre ami Souad, j'ai pensé à Madil, j'ai pensé à Naasson, qui ont utilisé des mots, les mots M-O-T-S, pour apaiser les mots M-A-U-X, et qu'il y a eu tellement de gens qui ont été apaisés, qui ont eu des mots qui consolent leurs mots M-A-U-X, leurs mots de mal. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très important qu'on puisse prendre conscience que la langue ne fait pas que tuer, comme l'a dit notre ancêtre, la langue sauve aussi. Alors, je m'arrête là, Souad. Sinon, je peux continuer pendant longtemps. Mais je suis contente que vous avez pris ce thème. Merci beaucoup, Esther, de tous tes éclairages. Il y a beaucoup de pistes, justement, que tu nous ouvres. Et sans doute un point sur lequel on reviendra, que je vais souligner. Avant tout, je voudrais dire, quand tu as dit qu'on cassait tous les interdits, tout ça, une de nos intervenantes qui est là, sans doute, Natacha Weckman, et avec notre partenaire préféré à Bruxelles, Itinérance, a justement mène tout un travail auprès de jeunes sur quelles sont les étapes en fait pour arriver à un génocide. Et comme tu le disais, même sans arriver au pire, qu'est-ce qui peut nous concerner, nous, en fait, dont notamment ces paroles-là qui écorchent les oreilles ou qu'on banalise et sur lequel on pourrait rester beaucoup plus alerte. Et voilà, Nabila Belkacem vraiment nous aide beaucoup à ce programme-là. Je note, Esther, que tu dis que le mot de Tutsi a été tellement associé à du négatif que des enfants ont demandé pardon d'être Tutsi. Et je note aussi que les mots ne disent pas, en fait, la réalité. On ne dit pas tuer, mais on dit travailler. Et tu as aussi souvent parlé de quand il y a eu les massacres avant le génocide, la radio parlait du vent, en fait. Tu peux juste dire un mot là-dessus et puis ensuite, nous passons la parole à Patrick qui va dire aussi très bien comment les négationnistes détournent bien les mots. Il faut peut-être dire aussi qu'au Rwanda, il y a eu une impunité. On pouvait être vigilant sur les paroles et en souffrir, mais le vent. Non, ça rappelle que, en fait, en 94, le génocide des Tutsis en 94, ils l'ont dit. Ah oui, ça c'est aussi les mots. C'est vraiment le parallèle un peu avec la Shoah aussi. Ils ont utilisé le mot de solution finale. Que cette fois-ci, on en finisse pour de bon. Parce qu'on a essayé en 59, on a essayé en 63, on a essayé en 73, on a essayé
en 92 déjà expérimenté au Boudiessera et tout. Et quand tu parles de l'euphémisme, justement, je me souviens une fois que j'étais de 59 et de 63, j'étais encore petite pour ne pas bien comprendre. Mais en 73, je me souviens très bien qu'il y avait un mot officiel du gouvernement qui a dit que le vent mauvais, Muyaga Yarangiye, le vent est passé, le vent mauvais. Alors, tu utilises le vent mauvais, Muyaga, et le pire, c'est que nous-mêmes qui avons subi ça, quelquefois, quand on racontait, on disait pendant le Muyaga, pendant la période du vent. Alors que cette période du vent, ça veut dire quoi? C'est la période où on a brûlé nos maisons. Du moins, chez nous, on a brûlé les maisons, tué, mangé les vaches. Heureusement, il n'y avait personne qui était tué à la maison. Mais dans les autres régions, les gens ont été tués. Ces euphémismes-là, excuse-moi, Souad, j'allais oublier le pire des euphémismes. Le pire des euphémismes, c'est que pendant le génocide, en 94, lorsqu'on a violé les Tutsis, lorsqu'on a violé les femmes Tutsis, lorsqu'on les a infectés du sida, on a parlé de libérer. On a dit Kurosa. Et le pire, c'est que nous-mêmes, les femmes et les filles qui ont été violées, quand elles commençaient à peine à en parler, elles disaient « Ah oui, tu sais, en fait, j'ai été libérée. » Ça n'a rien à voir. Mais tu vois le vocabulaire qu'utilise le bourreau, la victime vient à l'utiliser aussi. Et là, ça peut légitimer ce que le bourreau dit, puisque même la victime l'utilise. Mais c'est tellement subtil dans cette méchanceté que ça arrive à détourner. L'acte même ignoble, c'est un viol, c'est une infection au sida. Comment est-ce qu'on peut parler de libérer? Merci aussi pour les mots qui apaisent, parce que nous savons, j'ai oublié de dire à notre auditoire que tu es thérapeute, que justement, tu as beaucoup travaillé auprès des rescapés, vous vous êtes beaucoup soutenus, qu'aujourd'hui tu vis en Allemagne et que tu travailles beaucoup auprès de réfugiés et que tu as ce grand talent de pouvoir apaiser par les mots. Merci. Les mots de Patrick maintenant. Merci beaucoup Esther, hein, pour ce témoignage qu'on aimerait écouter encore plus longuement. Et c'est vrai qu'on a choisi de vous avoir, vous deux, Esther et Patrick, ce soir, pour parler de différentes facettes de ces mots, à la fois des mots qui ont précédé le génocide, des mots qui ont mené au génocide et qui, pendant le génocide, ont servi à tuer. Mais on voulait aussi recevoir Patrick, notamment pour ce dernier ouvrage, La Traversée, qui aborde vraiment la question du négationnisme, les mots du négationnisme. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que le négationnisme, c'est quelque chose qui vient après le crime. Or, on sait que le négationnisme est constitutif du génocide, que dans tout génocide, il y a déjà dans le crime la négation, l'effacement des traces, l'effacement du crime, un crime qui est toujours secret, et la volonté aussi d'effacer toute trace même de l'existence des personnes qui ont vécu. C'est ce que Elie Wiesel dans La Nuit décrivait quand il disait « le tueur tue 2 fois et une 2e fois par l'oubli ». Alors, Patrick, vous avez enquêté au Congo sur un des éléments centraux dans la rhétorique du négationnisme, du génocide des Tutsis du Rwanda, qui est cette thèse du double génocide qui aurait été perpétré par les Tutsis au Congo après le génocide de 1994 dont vous parliez. Et il y a les mots qui portent ce négationnisme avec, comme le disait aussi Esther, et comme vous l'expliquez bien dans votre livre, la volonté de finir le travail, de continuer après. Il y a une expression, enfin un témoignage que vous citez dans l'ouvrage, Patrick, où vous disiez qu'il y a ces mots qui, après le génocide, donnent encore le goût de tuer. Et on aimerait bien vous écouter voilà, sur quels sont ces mots qui donnent le goût de tuer, quels sont ces mots du négationnisme et comment les déconstruire ou comment vous les avez déconstruits. Puis j'ai aussi les mots des enfants à la maison, donc je vais couper le micro. C'est bien, c'est de la vie. Merci. Merci à vous. Je vais peut-être revenir très rapidement sur ce qu'a dit Esther, parce que c'est d'abord formidable. Et à revenir, c'est que ce n'est pas uniquement une question de linguiste, malheureusement. Il y a effectivement tout un travail qui a été fait sur la langue, mais c'est une question un petit peu plus vaste, parce que ça touche aussi la sociologie.
Et il y a des livres qui sont assez importants à lire, qui théorisent un petit peu toutes les manipulations qui sont possibles grâce au langage, les manipulations d'une société. Il y a un livre formidable qui a été écrit sur le bréviaire de la haine de Léon Poliakov. Il y a un autre livre, Sergueï Tchakotkine, Viol et propagande des foules. Il y a des livres aussi qu'on a trouvés au Rwanda, hein, après le génocide, d'un sociologue français qui s'appelle Roger Musichielli. Et ces gens-là, en fait, ont théorisé les différentes manières d'arriver au viol et à la propagande, au viol des foules, à la propagande. Et c'est donc des processus qui sont... ce qui est terrible, c'est que cette dénaturation des mots à laquelle on aboutit dans un processus de génocide résulte d'une véritable construction théorique élaborée, pensée et réfléchie à travers le temps. Et quand je dis à travers le temps, on se rend compte de cela au Rwanda, parce que le premier président Hutu du Rwanda, Grégoire Kayibanda, dans une adresse qui est restée assez célèbre, s'interroge. Qui est génocide, dit-il. Et dans ce qui est génocide, il répond lui-même à la question en désignant les Tutsis. Et là, nous sommes dans les années 60. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, Kayibanda, à ce moment-là? En fait, il est en train de commencer à attribuer une nature génocidaire aux Tutsis. Ce sont eux les responsables. Quoi qu'ils parviennent, quoi qu'ils se produisent, ils ont une nature génocidaire. Ça s'appelle essentialiser quelqu'un, de la même manière qu'on va essentialiser en disant vous êtes des cafards. Ben, c'est exactement le même principe. Sauf que là, nous sommes dans les années 60. Et il va, pendant toutes ces années, se dérouler un processus, une construction, une véritable construction, qui va être une construction d'abord faite par des intellectuels, et puis qui va être de plus en plus achevée. Et là, on en arrive au constat d'Esther, qui racontait formidablement bien ce que ça donnait au quotidien, cette dénaturation des mots. On est dans un monde qu'on ne parvient même plus à raconter, à décrire, parce que les mots ont perdu leur sens, les mots ont été tordus, vrillés, et voilà, et c'est ce qui permet en fait d'arriver au génocide. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un génocide à la base? C'est quand même extrêmement important. Ce n'est pas un massacre, ce n'est pas une série de massacres, c'est une volonté affirmée, proclamée et mise en œuvre d'éradiquer de la surface de la Terre tout un peuple. Hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, tous doivent disparaître, être éradiqués, et jusqu'à leur mémoire même. C'est ça un génocide. Et là, on est vraiment dans le fondement de cet objet qui, en fait, et c'est ça qui est terrible, c'est on se rend compte que depuis sa définition au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on n'a toujours pas bien intégré ce que signifiait ce mot, ce qu'il portait en lui-même. Et c'est le constat dramatique qui a été dressé pendant les événements du Rwanda, c'est que ce mot-là, il a parfois été utilisé, mais sans qu'on réalise ce qu'il voulait dire, en dépit de toutes les promesses formulées du plus jamais ça, répétées par des hommes politiques qui semblaient ne même pas comprendre ce qu'ils disaient. Et c'est assez triste, c'est assez sidérant, c'est le premier point. Et donc, cette dénaturation des mots, on la retrouve dans le processus de construction génocidaire, où en fait, en dénaturant les mots, on enlève un peu la chair des uns et des autres. Et on réduit l'homme, la femme, à un squelette. Et de ce squelette, on va l'utiliser. Pas parce que c'est un squelette qui est utile, mais comme il n'a plus de peau, comme il n'a plus de sensation, on peut en faire ce que l'on veut. On peut l'amener à tuer parce qu'il n'a plus de sensation. Donc, on l'a déshabillé littéralement jusqu'à la colonne vertébrale. Et c'est ce qui permet le passage à l'acte. C'est cette déshumanisation à la fois, bien entendu, des victimes, mais aussi des tueurs. Parce que les tueurs aussi ont subi ce processus de déshumanisation. Ce que racontait Esther, il ne tue pas quelqu'un, il tue un cafard. Donc, vous voyez, c'est un double processus. Et c'est ça qui est terrible dans cette mécanique de génocide, parce que ce double processus, et là je réponds à la question, intègre d'entrée de jeu la négation. Elle est construite à l'origine. Lorsque Kayibanda dit les Tutsis dans les années 60 qu'ils sont des génocidaires putatifs, il leur attribue une qualité, mais c'est incroyable.
qui ne repose sur rien, mais il désigne déjà quelque chose qui ensuite sera repris, qui va réapparaître. Et en fait, c'est sur cette base-là qu'apparaît la notion de deuxième génocide. Cette notion est amenée par le président François Mitterrand, quelques mois à peine après la fin du génocide des Tutsis du Rwanda. C'est le président François Mitterrand qui, lors d'un sommet France-Afrique à Biarritz en novembre 1994, fait mine de s'interroger qui a tué qui? Est-ce que c'est les Tutsis qui tuaient les Hutus ou les Hutus qui tuaient les Tutsis? Et vous croyez que le génocide s'est terminé? Autrement dit, il se poursuit. Et les vainqueurs sont en train maintenant d'exterminer les vaincus. C'est ce que dit François Mitterrand. Et qu'est-ce qu'il fait? Il opère un renversement total. Les victimes sont les assassins sont les victimes. Et c'est la base de la négation. Lorsqu'on commence à jouer avec les mots, à les renverser, à renverser les responsabilités, à tout embrouiller, parce que la négation procède de la création d'un brouillard. Il faut que la scène du crime perde de sa lisibilité. Il faut rendre les choses compliquées. Et donc, on va mettre en place une idée de deuxième génocide pour occulter la réalité du premier génocide, le seul, celui des Tutsis du Rwanda. Et ensuite, c'est un processus théorique de construction, d'élaboration. On va amalgamer des éléments absolument épars pour essayer d'en faire un objet dont on dira, ben voilà, c'est bien la preuve qu'il y a eu un deuxième génocide. Et ce processus-là va se dérouler au Congo, où, comme je le disais tout à l'heure, il y a entre 1 et 2 millions de réfugiés, l'appareil du génocide, les décideurs, et puis une population civile. Alors, dans cette population civile, il y a les petites mains du génocide, et puis il y a aussi des innocents, des femmes ou des enfants qui ont suivi le flot et qui ont été entraînés. Alors, le degré d'innocence, ils étaient quand même passifs pendant les événements du Rwanda, ils n'ont pas forcément tué non plus. Mais voilà, c'est une population immense qui se retrouve au Congo et qui est reprise en main par l'appareil du génocide, qui remet en place sa propagande et qui va dire, et ça c'est des citations, nous voulons achever le travail. Et c'est terrible, parce que, en fait, cette population-là, le génocide a perdu la guerre. L'appareil du génocide a perdu la guerre. Et le fait de cette défaite, en fait, semble donner une énergie supplémentaire à l'appareil du génocide. Pourquoi? Parce que l'idée de génocide, c'est un absolu. C'est quelque chose de totalitaire et c'est un absolu. Il faut exterminer, mais il faut tous les exterminer. Et il y en a toujours des qui sont glissés sous un tas de cadavres. Il y en a toujours des qui sont cachés dans les marais. Il y en a toujours des qui n'ont pas vraiment été tués ou qui ont été mal tués. Et le fait qu'il puisse y avoir des rescapés, ça donne à ces gens qui portent cette idéologie totalitaire une énergie encore plus forte, additionnée à la défaite. Et donc, ces camps vont devenir des cristaux de haine. Ça va être une haine brute, minérale. Et le nouveau régime rwandais va attaquer ces camps de manière militaire. Personne n'y croit. Les Rwandais préviennent. Attention, ces camps-là, ce n'est pas possible, on ne peut pas les tolérer. La communauté internationale ne dit rien. Puis un deuxième avertissement. Et puis finalement, le régime rwandais va à l'attaque parce que des camps partent de nombreuses attaques sur ce pays qui ne reçoit aucune aide à l'époque, qui est seul, isolé, abandonné, avec ses collines tapissées de morts et ses rescapés qui ont eux-mêmes du mal à retrouver la parole, qui ont eux-mêmes énormément de difficultés à retrouver les mots, à essayer de redonner leur valeur aux mots. Et donc, le nouveau régime rwandais va aller à l'attaque de ces camps. Et cette population va s'enfuir de plus en plus profondément à l'intérieur du Congo, dans cette immense forêt équatoriale du Congo, poursuivie entre autres par les troupes rwandaises, et aussi une rébellion qui apparaît contre le régime du président Mobutu, qui est un peu en fin de course après 30 ans de pouvoir. Et il va y avoir encore d'autres pays qui vont venir. Et le Congo va devenir une mêlée confuse où vont se retrouver des forces militaires rwandaises, des rebelles congolais, et puis des éléments qui reviennent de l'histoire du Congo. Bref, il va y avoir une dizaine de factions qui vont s'entre-déchirer à l'intérieur du Congo. Il va y avoir des morts, il va y avoir des massacres. Ça va être une guerre. Mais le récit qui sera fait de cette guerre sera un récit qui, à son tour, va être dénaturé. C'est-à-dire que là où il y a une guerre, là où il y a des morts, on va vouloir dire que c'était un génocide. Et donc, tous les mots qui sont utilisés, c'est fascinant à regarder les témoignages
des réfugiés, on constate en lisant les témoignages des réfugiés qu'ils reprennent le vocabulaire du génocide, le vocabulaire du Rwanda, de ce qui s'est passé au Rwanda. Et c'est comme un effet miroir où en fait les assassins utilisent les mots des victimes pour se poser eux-mêmes en victimes. Parce qu'ils le disent, nous sommes nous les seuls, les vrais, les uniques victimes. Les autres, non, oubliez-les, enfin, ils n'existent même plus. D'ailleurs, ils n'ont jamais existé. Ils sont dans leur logique du génocide. Ils n'ont jamais existé, même si on veut finir le boulot, mais c'est juste des détails. Mais ils n'ont jamais existé. C'est nous les victimes, les seuls, les vrais et les uniques. Et ils vont reprendre tous les mots nés au Rwanda pour se les attribuer eux-mêmes. Ils vont se poser en victime. Et la communauté internationale va donner un certain crédit à tous ces discours qui vont être en fait réunis dans un rapport fait par les Nations Unies, par le Commissariat des droits de l'homme, qui s'appelle le rapport Mapping et qui va être un des objets les plus importants du négationnisme. Et lorsqu'on lit ce rapport en détail et lorsqu'on le confronte à la réalité des faits au Congo, ce que je fais dans mon livre, on constate une chose, et là on est en plein cœur du débat, c'est que ce rapport Mapping, c'est un petit peu comme si on racontait Waterloo, la défaite française de Waterloo, avec le vocabulaire d'Auschwitz. On vous raconte une guerre, mais avec le vocabulaire de l'extermination. Et donc, on vous trompe. C'est un objet de tromperie. C'est un biais incroyable. Et ce rapport Mapping, qui n'a jamais été avalisé par l'ONU, qui a été réalisé par l'ONU, mais pas avalisé, va devenir l'emblème de tous les milieux négationnistes qui vont proclamer, repris par un certain nombre de responsables politiques, responsables humanitaires, intellectuels, qui vont dire, ben voilà, nous sommes les vraies victimes. Et c'est ça le négationnisme. C'est lorsqu'on parvient à inverser complètement la lecture. Et pendant ce temps-là, que se passait-il au Rwanda? Pendant de nombreuses années, le Rwanda n'avait, pour ainsi dire, pas de programme d'aide parce que Paris, enfin l'Élysée, mettait son veto à tous les programmes d'aide à la reconstruction de ce pays dévasté. Et je voudrais juste terminer sur un dernier point, parce que Esther en a parlé aussi, et je pense que c'est essentiel. Lorsque j'ai traversé le Congo, j'ai entendu des témoignages de gens qui racontaient des massacres, des morts. Bien entendu, il y en a eu beaucoup au Congo. C'était une guerre. Mais à chaque fois qu'on entend ces témoignages-là, il y a quelque chose qui est probant, évident, indiscutable. C'est que ça n'est pas des paroles de rescapés. La parole d'un rescapé a une particularité. C'est que lorsque le rescapé retrouve la parole, il cherche en permanence dans sa parole à se raccrocher à la parcelle d'humanité qu'il peut trouver autour de lui. Elle va vous raconter avec force détail des choses atroces et parfois des détails surexagérés. Et on sent que c'est des détails qui ne sont pas éprouvés. Et cette différence de nature des paroles est en soi un marqueur de la réalité d'un génocide ou de son absence. Je voudrais, merci beaucoup Patrick, je voulais juste dire 4 lignes justement de ton livre sur cette sémantique détournée et puis rappeler peut-être à celles qui ne le savent pas, je vous invite vraiment, on vous invite à lire La Traversée. Qu'est-ce qu'a fait Patrick de Saint-Exupéry? Je résume vraiment, mais quand même c'est très près de la réalité. Y a-t-il eu ou non un deuxième génocide? Moi, je ne l'ai pas vu lorsque j'y étais comme grand reporter, donc je vais refaire absolument tout le chemin qu'ont fait les réfugiés. Et Patrick de Saint-Exupéry est parti et a refait absolument tout ce périple. C'est assez d'ailleurs parfois rocambolesque et demandant chaque fois, à chaque rencontre, alors, c'était comment? Et puis effectivement, c'est là qu'on voit que c'est très très fort ce que tu racontes sur cette parole de rescapé qui est très spécifique et où on identifie très vite qui ne l'est pas. Je voudrais justement lire sur cette sémantique récupérée par les révisionnistes, les réfugiés donc qui avaient fui et parmi lesquels il y avait très nombreux génocidaires. Ce sont donc dans ce rapport sont appelés les rescapés des camps. C'est ça, Patrick, tu me… Oui, absolument. Voilà. Les victimes auraient été, je cite, traquées et triées en fonction de leur âge et de leur sexe, ce qui évidemment renvoie beaucoup à la sélection des camps, puis tuées de manière délibérée, les adultes masculins systématiquement exécutés. Et Patrick
termine en disant « Ce rapport mapping était biaisé, il racontait une guerre avec le vocabulaire de l'extermination, Waterloo décrit avec les mots d'Auschwitz. » Voilà. Fabrice, c'est ça qu'on se disait, n'est-ce pas, sur ce détournement, en fait, des mots. Oui. Et sur cette inversion entre victimes et coupables. Voilà. C'est-à-dire que voilà, pour exister et pour continuer, il faut évidemment nier l'autre. Ce qui mène d'ailleurs dans l'ouvrage et dans les thèses du négationnisme en général, souvent on va dire, dans les débats politiques ou médiatiques ou dans les débats qu'on peut avoir, on a souvent l'impression qu'un génocide, c'est quand il y a beaucoup de victimes. On entend souvent ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que, vous le disiez un peu, Patrick, mais c'est des choses qu'on voit, nous, beaucoup dans nos interventions en milieu scolaire ou dans différents espaces. Tout est génocide aujourd'hui. Tout est génocide. On se focalise beaucoup sur cette question des chiffres et ça en vient à des débats sans fin, effectivement, sur le nombre de victimes. S'il y a plus de victimes Hutus, alors le vrai génocide, c'est celui contre les Hutus. S'il y a plus de victimes Tutsis, alors le vrai génocide serait celui contre les Tutsis. Et moi, j'ai envie, alors nous, on a notre réponse aussi à cette interview, mais aussi de vous entendre, Patrick, peut-être, je le dis de manière peut-être un peu provocatrice, mais pourquoi est-ce que c'est si important que ça de qualifier l'extermination des Tutsis de génocide? Et à l'inverse, pourquoi dans la thèse du double génocide, ce serait si important que ce soit les Hutus? Pourquoi c'est si important? Parce que c'est un génocide, c'est tellement spécifique, tellement singulier, tellement particulier, tellement extraordinaire dans le sens où ça sort de l'ordinaire, enfin il faut le qualifier, Et à propos du Rwanda, il s'est posé à la base un véritable problème parce que dans les premières années, les mots qui étaient retenus, et on en revient à nouveau aux mots, c'était de dire génocide rwandais, ce qui ne voulait rien dire. Est-ce qu'on parle de génocide allemand? À propos de la Seconde Guerre mondiale, ça n'existe pas le génocide allemand. Un génocide est réalisé par quelqu'un contre quelqu'un. D'abord, voilà les mots, on en revient toujours à ça. Donc, il y a eu une première évolution importante, extrêmement importante, de dire le génocide des Tutsis du Rwanda, où là, la victime est désignée. Et c'est extrêmement important. Mais après, je vois encore régulièrement dans la presse une désignation qui moi, me gêne énormément, qui est le génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Et ce « et des Hutus modérés », je ne le comprends pas, parce que les Hutus modérés n'ont pas été tués parce qu'ils étaient, juste pour ce qu'ils étaient. Ils ont été tués parce qu'ils étaient sans doute opposants à la politique menée par ceux qui dirigeaient le génocide. Et donc, mais ça c'est une question qui mériterait de très longues réflexions, mais il me semble que la véritable désignation des événements du Rwanda pourrait être une formule du genre, du type le génocide des Tutsis et l'assassinat des Hutus, des opposants Hutus. Et ce qui est tout à fait comparable à ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie. Il y a eu le génocide des Juifs et l'assassinat des opposants allemands. Parce qu'il y a toujours des gens qui s'opposent à ça. Il y en a toujours, même s'ils ne sont pas beaucoup, il y a toujours des gens qui s'opposent à ce processus. Et l'Allemagne nazie a éliminé ses adversaires allemands, les a tués, les a assassinés. Comme au Rwanda, les opposants Hutus au génocide ont été assassinés par ceux qui voulaient mener ce génocide, par l'appareil du génocide. Et on en retrouve trace dès le 7 avril, avec l'assassinat du président du Conseil constitutionnel, un certain nombre de responsables qui, d'évidence, étaient un blocage à la réalisation du génocide. Et je vais vous dire juste un point qui, moi encore, m'a énormément frappé, on retrouve dans les archives de Radio La Mort, Radio Mille Collines, dont parlait Esther, il y a un moment où un auditeur appelle Radio Mille Collines. Cet auditeur est Hutu. Et on l'entend dire à Radio Mille Collines sur les antennes, mais il faudrait peut-être qu'on arrête de tuer les Hutus parce que sinon, nous finirons par nous exterminer nous-mêmes. Et ça, je m'interroge, je n'ai pas la réponse, mais on constate que dans le nord du Rwanda, beaucoup d'opposants Hutus ont été tués d'entrée de jeu. Enfin, les opposants Hutus, je ne sais pas s'ils étaient nombreux,
mais les opposants Hutus ont été tués. Et là, on est dans la région natale du président Habyarimana et de sa femme, donc un glacis Hutu. Et on a l'impression, en étudiant un peu ce qui s'est passé dans cette zone, que l'appareil d'extermination s'est trouvé un peu en panne de cible et que donc, n'ayant plus de matière à consommer, ben on s'est mis à se tuer entre Hutus. Dès qu'on soupçonnait un traître, dès qu'on soupçonnait un qui n'avait pas assez d'ardeur au travail, dès qu'on voyait un peu des mous du genou, eh ben les extrémistes aussi pouvaient les tuer. Et d'où j'en reviens à cette question qui, moi, m'interroge, mais je n'ai pas la réponse parce qu'elle ne m'appartient pas. Est-ce que la véritable désignation de l'événement 1994 au Rwanda ne pourrait pas être le génocide des Tutsis et l'assassinat des opposants Hutus? Ce qui aurait, à mon sens aussi, permettrait un peu de réconcilier l'histoire, dans le sens où nous sommes dans une histoire binaire, Hutu contre Tutsi. Et l'histoire n'est jamais binaire. Il y a toujours des gens qui ne sont pas dans la trajectoire voulue et désirée. Il y a toujours des gens qui s'opposent. Ça existe toujours. Et cette dimension-là doit aussi peut-être être intégrée. Alors, effectivement, et on va donner la parole à Esther qui voulait réagir, c'est très important ce que vous dites, Patrick, et c'est un enjeu, malheureusement, enfin, c'est un enjeu qui est aussi bien politique que juridique que social, puisque la formule que vous employez, génocide des Tutsis et des Hutus modérés, et des opposants Hutus, parce que Hutu modéré, ça ne veut rien dire. Et celle des Hutus modérés et la désignation utilisée par le tribunal pénal international pour le Rwanda, oui, par exemple. Absolument. Donc, il y a un enjeu politique, il y a un enjeu juridique, et comme vous le décrivez, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans tous les régimes totalitaires aussi, et dans toutes les formes d'extrémisme violent, et nous, on en a été témoins aussi par rapport à la radicalisation récemment, de toujours vouloir s'en prendre à ceux qui ne sont pas assez extrêmes et les désigner comme des opposants. L'élément peut-être, en tout cas vous l'avez amené et auquel nous on est très attachés, c'est le fait de ne pas vouloir rentrer dans une concurrence des victimes ou une compétition en essayant de dire il y a des victimes qui valent plus que d'autres parce qu'elles ont été victimes d'un génocide, mais plutôt d'essayer, en tout cas dans ce qui fait la spécificité d'un génocide, insister dans les leçons qu'on peut tirer de l'histoire, si tant est qu'on puisse en tirer, sur la différence dans l'intention. L'intention dans le génocide, c'est cette intention éradicatrice systématique et planifiée qu'on ne va pas retrouver dans la persécution des résistants par les nazis ou de ces Hutus opposants, hein, tout à fait. On voulait redonner la parole à Esther qui voulait aussi réagir. Juste avant, oui Fabrice, donnons la parole à Esther. Tout ça me fait aussi penser à une chose sur laquelle Patrick a beaucoup insisté, mais depuis d'ailleurs le début de ton travail de reporter sur cette question, tu es quand même très, je dirais, obsédé, exigeant sur cette question. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de hiérarchie que tout, cependant, vaut tout. Et lorsque nous avions, en fait, Esther a rencontré à plusieurs reprises Simone Veil, feu Madame Simone Veil, justement, et elles ont confronté leur mémoire de rescapés du bout du monde à l'autre bout du monde, et une mémoire de rescapés rejoint vraiment de façon universelle une mémoire d'autres rescapés. Et je me rappelle très bien, Esther, que nous disions ça, ce qui est profondément de notre position justement à Citoyenneté Possible, comme tu le ressoulignais, Fabrice, c'est que en fait, cette histoire que, bon, ben, c'est pas très grave que ce soit un massacre ou un génocide, de toute façon, c'est horrible. Et ça, Patrick, il y a un moment où tu en parles très bien dans ton bouquin, il y a quelqu'un qui est un peu flou sur le truc, et bon, bah, de toute façon, pour clore l'affaire, qu'est-ce qu'on s'en fout de qualifier ça? L'important, c'est que c'était horrible. Mais il ne s'agit pas de trouver une hiérarchie dans l'horreur, mais bien de nommer effectivement les choses. Je propose d'ailleurs, Patrick, qu'à partir de maintenant, chaque personne présente à cette soirée, chaque fois que nous parlerons du génocide, systématiquement, nous dirons le génocide des Tutsis et l'assassinat des Hutus opposants, parce que puisqu'il y a une bataille des mots, nous pouvons aussi nous en mener une avec un autre but qui est celui de la cohésion justement et de nommer justement, mais il y a vraiment cette importance, Esther, qui compte pour toi, c'est que tout ne vaut pas tout et pourtant pas de concurrence. Tu voulais réagir au propos de Patrick? Oui, non, merci Souad. Non, je voulais juste dire, oui, ce que tu viens de dire que Patrick a dit, en fait, le génocide contre les Tutsis, tu étais Tutsi, on devait te tuer, tu devais être exterminé.
Un Hutu qui était contre le génocide, mais qui voyait qu'il était en danger et qui change ses positions, il n'était plus en danger. Il pouvait changer de position. Le Tutsi ne peut pas changer de position puisqu'il est Tutsi, fondamentalement dans le sang. C'est pour ça qu'il est tué. Donc là, c'est fondamental. Je ne peux pas changer. Dans le temps, il y en a qui ont essayé de changer les cartes d'identité. Il y en a qui ont été sauvés pendant le génocide aussi parce qu'ils ont pu effacer la ligne qui barrait là, mais il fallait encore que tu aies les traits qui ne montrent pas que tu es toute une gymnastique. Mais pour dire que un Hutu, il y en a eu qui sont morts parce qu'ils s'opposaient à ça. Il y a le dernier livre de Hatfield qui vient de sortir avec ça, dans le Wiyesela, là où il a fait toutes ses recherches. Mais au moins, tu avais le choix. Tu pouvais changer et ne pas être exposé à être tué. Le Tutsi n'avait aucune chance de changer puisqu'il est Tutsi et c'est pour ça qu'on le tue et ça ne changera pas. Parlant de Hutu modéré ou de je ne sais quoi ou quoi, je voulais juste parler encore de la région. Il y avait une région chez nous, la région de Butare, la région du Sud, où c'était beaucoup plus intellectuel, il y avait beaucoup de résistance. Les résistances, en tout cas, les gens n'étaient vraiment pas prompts à tuer les Tutsis comme c'était. Et là, il a fallu qu'il y ait une intervention spéciale, que le président intérimaire, là, Sindi Kugabo, que le premier ministre Kambanda y aille pour dire d'ailleurs, oui, tous ceux-là qui ne travaillent pas assez, ça a été le discours du président. Et là, je sais qu'à l'université de Butare, par exemple, nous avons de jeunes Hutus qui ont été tués avec leurs frères Tutsis parce qu'ils ont refusé de les quitter. Mais s'ils avaient accepté de les quitter à temps, ils auraient été épargnés. Maintenant, je ne vais pas parler longtemps, mais je voulais dire, parlant des mots qui apaisent, j'ai vu que Espérance Paturo, Oui. Espérance, je t'ai vu dans le chat. Oui. Et pour le moment, Espérance, elle est à Butare, justement. C'est pour ça que je fais le lien. Elle est à Butare, dans un endroit à Tumba où on a retrouvé les corps des leurs. Ils sont occupés pour le moment de les recueillir, de les sortir des latrines. C'était l'autre déshumanisation. Non seulement on a déshumanisé avec les mots, mais même les morts ont été déshumanisés. Même les morts n'ont pas eu une sépulture d'un être humain. Et c'est ça l'exercice où les rescapés s'acharnent encore maintenant. Et justement, Espérance et les amis qui sont à Tumba pour le moment, qui sont en train d'essayer de sortir les nôtres, les vôtres, les Tutsis qui ont été jetés, excusez-moi le mot, mais c'est le mot, dans la merde, au moins qu'on puisse les nettoyer, au moins qu'on puisse les laver, au moins qu'on puisse leur rendre cette humanité. Alors, je voulais te demander juste, ma sœur, dis aux autres, Humura, dis aux autres de retrouver leur souffle, dis aux autres d'être apaisés, parce que ce n'est pas évident ce que vous êtes en train de faire en ce moment où nous en parlons justement. Et c'est là où le bas blesse. Quand tu es occupé à récupérer des tiens, à essayer de trouver, on est occupé de voir est-ce que c'est vraiment la dent de ma mère, est-ce que c'est le foulard qu'elle portait, est-ce que c'est ça. Et les gens, maintenant, on entend de tout. Après, ils disent que nous courons après les os comme les chiens. Donc, ce n'est pas fini. Même dans la douleur où ils sont en train d'essayer, même là, on va vous moquer, même là, on va vous enfoncer encore. D'où la nécessité, sincèrement, Souad et tes amis et votre association, je vous dis merci. Patrick, merci beaucoup, parce que de t'impliquer comme ça et de nous aider, de nous rendre courage, d'aider la vérité, c'est fantastique. Parce que l'autre question qui vient maintenant, c'est cet amalgame et c'est ce match nul qu'on veut faire de tout. Mais ils ont tous souffert, Esther, mais ils ont tous souffert. Oui. Et je suis d'accord. Quand j'ai vu ce qui s'est passé dans les camps à Goma, quand j'ai vu le choléra, quand j'ai vu tout ce qui se passait, mais j'ai eu mal, j'ai eu pitié. Les gens souffraient, des humains souffraient. Mais c'est pas... Nous ne sommes pas en train de comparer la souffrance, nous ne sommes pas en train de faire des échelles. C'est la question. À l'origine de quoi? Pourquoi l'un est tué, jeté dans une toilette? Pourquoi l'autre meurt de choléra sur la route et ne peut pas être enterré? Il y a une grosse différence. Merci vraiment beaucoup à vous tous et toutes d'être là. Je pense que c'est vraiment, ça paraît grandiloquent, mais pour l'humanité, il est bon que nous nous réunissions en parlant justement du pouvoir des mots, puisque tu as dit d'emblée qu'ils pouvaient blesser, mais aussi réunir.
Donc voilà, nous allons nous attacher de plus en plus à cette attention des mots. Chacun où nous sommes, nous en France, vous en Allemagne, vous autres en Belgique, en Suisse et au Rwanda. Euh, et, et voilà, et comme je suis émue, je ne sais pas comment conclure. Encore une fois, merci à Esther et Patrick pour cet échange vraiment bouleversant. Esther pour nous avoir partagé ses souvenirs, son témoignage et ses paroles d'apaisement. Et puis Patrick pour son travail qui remet les mots justes sur le génocide des Tutsis. Vous pouvez retrouver toutes les informations pratiques sur nos prochains événements sur notre site internet citoyennetépossible.com à la page Notre calendrier. Pour nous soutenir, vous pouvez aimer et partager la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, on lit tous vos retours et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et puis surtout, le plus important, prenez soin de vous, buvez une tisane et continuez le dialogue.